À la une de l'actualité ce soir, une victoire pour le Burkina Faso et l'Afrique. L'inscription au patrimoine mondial ce 5 juillet des sites de métallurgie ancienne du fer. 5 hauts fourneaux du pays sont désormais bien culturels mondial après les ruines de l'Europénie et le parc W. Arli et Pendiari. Quels sont ces sites et qu'est-ce que cela change pour ces sites? Le ministre de la Culture est notre invité. Il vient répondre à nos questions. Et dans ce journal, retour sur les résultats des examens du BEPC et du CEP au Burkina Faso, session 2019. Des résultats qui sont parmi les plus bas depuis plusieurs années. Illustration dans les cascades où la commune de Haut enregistre 0% de taux de succès au CEP dans plusieurs écoles. Qu'est-ce qui explique ces résultats? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition aux États-Unis, une fête nationale très polémique, l'Independence Day, célébré ce 4 juillet, a pris une tournure particulière avec un défilé militaire et un discours de Donald Trump, des nouveautés qui ne sont pas du goût de tous les Américains, comme vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour ouvrir ce journal, le 21 mai dernier, les syndicats avaient quitté la table des discussions avec le gouvernement burkinabé. Raison invoquée, un préalable invitant le gouvernement à supprimer les UTS. Ce 5 juillet, sur invitation du Premier ministre, les syndicats sont revenus au Premier ministère. Le chef du gouvernement les a invités à prendre connaissance des documents signés en 2016 qui encadrent la question des UTS. Et cette rencontre de ce vendredi, des propositions ont été faites. Des détails avec Oscar Soulama et Ismaël Dilouma Sirima. Gouvernement et syndicats de nouveau autour de la même table. L'initiative est du Premier ministre. Il veut trouver une issue au préalable posé par les syndicats avant une reprise effective des discussions. Et ce qui coince, c'est la question de la suppression ou non des UTS. La proposition que j'ai eu à faire, c'est que nous avons retrouvé le document technique sur lequel les syndicats et le gouvernement avaient travaillé. Nous avons décidé de leur communiquer ce document. Nous allons mettre en place un petit comité technique qui va examiner les conclusions de ce document qui a été élaboré en 2016. Chacune des parties aura le retour de l'examen par le comité technique. Et le Premier ministre de signaler qu'après cette phase d'analyse du document signé en 2016, les différentes parties devraient se retrouver pour des mises au point le 22 juillet prochain. Nous avons tenu non seulement à saluer cet esprit de nous recontacter, quelles que soient nos préoccupations, nous avons estimé qu'il était nécessaire de venir écouter. Mais l'écoute a fait place à un rappel, celui des préoccupations des travailleurs et surtout la question de la sécurité. Notre engagement ferme, c'est de faire en sorte à ce que les libertés d'expression, d'aller et de venir, les questions de sécurité soient véritablement rassurées dans notre pays. Peu importe la personne, qu'elle soit du gouvernement ou qu'elle soit du côté des travailleurs, notre rôle régalien devant l'histoire, c'est de faire en sorte à ce que les Burkinabés se sentent en sécurité. Le Premier ministre dit avoir pris acte et promet de faire le nécessaire pour la sécurité au Burkina Faso. Juste après, il a abordé le sujet de la mise au plat du système de rémunération des agents du public. Nous avons constaté que le dossier a largement avancé. Nous avons eu des rencontres avec les partenaires sociaux et nous avons décidé de reprendre le document pour finaliser et faire en sorte que les rémunérations, la masse salariale soient réellement en conforme avec nos capacités financières. Christophe Dabiré plaide ainsi pour des efforts à chaque niveau afin de finaliser l'ensemble de ces dossiers avant la fin de l'année 2019. En marge de cette rencontre, Christophe Dabiré s'est exprimé sur la réduction du train de vie de l'État. Il a indiqué qu'il est nécessaire que les dépenses publiques soient conformes aux ressources disponibles. On l'écoute au micro de Oscar Soulama et d'Ismaël Dilouma Sirima. La réduction du train de vie de l'État, c'est une question qui a été déjà examinée au cours d'un séminaire gouvernemental. Et le chef de l'État, au cours de ce séminaire gouvernemental, avait donné des instructions sur un certain nombre de points sur lesquels les ministres devraient travailler au niveau de leur département pour faire en sorte qu'il y ait des avancées sur la nécessité de rendre nos dépenses publiques conformes au budget dont nous disposons et particulièrement conformes aux recettes propres que nous faisons au niveau de notre pays.
Et le gouvernement s'est réuni la dernière fois pour essayer d'examiner les conclusions de l'évaluation qui a été faite dans la mise en œuvre des différents points qui ont fait l'objet d'instructions de la part du chef de l'État. Autre actualité dans ce journal, Paul Kabatieba, désormais aux commandes de la toute première caisse de dépôt et consignation au Burkina Faso. L'ancien Premier ministre dirige une équipe d'une dizaine de personnes qui vient d'être installée ce vendredi. La caisse des dépôts et consignation est créée pour assurer le financement des investissements structurants au Burkina Faso, mais aussi de sécuriser et rentabiliser les fonds de pension et d'épargne. Une lourde responsabilité pour le tout premier directeur qui mesure déjà la charge. Mounira Kire. 5 députés, un représentant de la Cour des comptes, 3 représentants du pouvoir exécutif, 2 experts reconnus pour leurs compétences. Ils sont 11 et ils sont installés par le Premier ministre comme membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso. Pour un mandat de 3 ans non renouvelable, ils ont pour mission d'assurer l'autonomie de la CDC-BF et d'exercer le contrôle des opérations. Une des grandes missions donc, de la commission de surveillance, c'est justement d'assurer la bonne gouvernance au niveau donc, des activités donc, de la caisse de dépôt et de consignation, les opérations qui sont réalisées pour qu'elles soient conformes. La Caisse des dépôts et consignations du Burkina Faso est un établissement public à statut spécial. Elle est dotée de la personnalité juridique et d'une autonomie financière. Pour lui permettre de mener correctement les missions de financement de l'économie, la Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso bénéficie notamment d'une dotation initiale conséquente de l'État à hauteur de 20 milliards de francs CFA. De même, une partie des ressources de placement de la Poste BF, de la Caisse nationale de sécurité sociale, de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, des dépôts de garantie constitués par les usagers auprès des grands concessionnaires de services publics. La CDC-BF va assurer le financement des projets de développement du Burkina. Elle a pour directeur général l'ancien Premier ministre Paul Kabatieba. Paul Kabatieba qui prendra officiellement fonction à la date de prestation de serment de la commission de surveillance de la CDC-BF. Dans l'actualité ce soir, l'inscription au patrimoine mondial ce 5 juillet des sites de métallurgie ancienne du fer. 5 hauts fourneaux du Burkina sont désormais bien mondiaux après les ruines de l'Europénie et du parc W. Arli Pendjari. En attendant que nos envoyés spéciaux à Bakou, en Azerbaïdjan, nous fassent revivre la joie de la délégation burkinabé à Bakou, le ministre de la Culture est notre invité ce soir. Abdoul Karim Sango, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à quelques questions sur cette joie du Burkina Faso. Comment vous, déjà, en tant que premier responsable du département à la culture, vous accueillez cette nouvelle? Vous imaginez que le ministre de la Culture est traversé par des sentiments de grande joie, mais aussi des sentiments de fierté. Des sentiments d'immense joie parce que ce qui est arrivé aujourd'hui à travers l'inscription de ces 5 fourneaux sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le fruit d'un long processus de travail qui vient traduire la reconnaissance de la communauté des savants en matière de patrimoine culturel vis-à-vis d'un outil qui a été développé par nos ancêtres, pour certains autour du 8e siècle, pour certains autour du 10e siècle et pour les plus récents autour du 14e siècle. Qu'est-ce que ça dit? C'est que nos ancêtres étaient de grands savants bien avant notre relation avec l'Occident. En cette période où l'Africain souffre souvent d'un mépris quant à sa contribution à la civilisation de l'universel, vous voyez que toutes ces théories, toutes ces affirmations sont aujourd'hui démenties à l'échelon mondial, puisque l'UNESCO, à travers les 194 États membres, quasiment à l'unanimité et leurs experts,
ont reconnu que les ancêtres des Burkinabés, les ancêtres des Africains sur nos territoires avaient une connaissance très profonde de l'exploitation du fer. Mais un sentiment de fierté aussi parce que aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que, au-delà du Burkina, c'est que dans la panoplie des biens inscrits à la discussion pour être inscrits au patrimoine mondial, seul le Burkina avait son bien qui y figurait. Donc, nous représentons à la fois le Burkina, le continent africain, dans cette enceinte internationale. Donc, il y a véritablement une fierté pour le ministre de la Culture, pour le gouvernement du Burkina Faso. D'ailleurs, je voudrais profiter de votre micro pour traduire encore une fois toutes les félicitations du gouvernement du Burkina Faso à l'endroit de nos experts, mais aussi à l'endroit des populations locales. Parce que si ces biens ont été conservés plus ou moins dans cet état, au point aujourd'hui d'être acceptés au patrimoine mondial, c'est parce que les communautés locales y ont accordé de l'intérêt, de l'importance et donc les ont entretenus. Alors on les rappelle, ces 5 fourneaux constitués en un bien. D'abord des fourneaux installés à Douroula, nous sommes dans le Nouhoun. Ensuite, il y en a à Bekoui, ça c'est dans le Tui. Il y en a à Kindoubo, dans le Zondoma, à quelques encablures de Goursi, dans la commune de Togo. Et puis il y en a aussi à Kaya, à Tiwega et Yamane. Voilà, donc, monsieur le ministre, qu'est-ce qui a pu bien peser dans la balance pour ces sites? Je pense que c'est leur authenticité. Leur authenticité, leur originalité, leur apport à la connaissance de la science, notamment dans un domaine aussi important que l'utilisation du fer. Je pense aussi qu'une des spécificités de ces biens, c'est leur éparpillement sur le territoire. Classiquement, les biens auxquels nous sommes habitués sont situés dans un seul espace du territoire. Or, comme vous l'avez indiqué, les 5 fourneaux sont dispersés entre 3 à 4 régions du Burkina Faso. Je crois que ce sont ces éléments, très certainement, qui ont milité en faveur du dossier du Burkina Faso. Alors, une fois inscrite sur la liste du patrimoine mondial, qu'est-ce qui change pour ces sites? Ces sites changent considérablement dans leur statut. Il faut comprendre que l'inscription de ces sites accroît la responsabilité du Burkina Faso, puisque désormais, ces sites ne sont plus considérés comme propriété des populations locales, ne sont plus considérés comme propriété de la communauté nationale, mais plutôt le Burkina a le devoir de conserver, de préserver ces sites au bénéfice de l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble des prochaines générations de l'humanité. C'est pour ça que nous sommes déjà en discussion avec nos partenaires. Je dois indiquer que la dernière fois que j'étais au forum Chine-Afrique sur le patrimoine mondial, il y a 2 ou 3 semaines de cela à Paris à l'UNESCO, nos amis chinois avaient déjà manifesté de l'intérêt pour nous accompagner en termes d'expertise quant à la préservation, la conservation de ces sites qui, comme vous ne doutez pas, sont aussi plus ou moins menacés d'une certaine façon. Justement, ces sites sont menacés d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui va être fait certainement pour leur restauration? C'est un travail éminemment technique. Il faut savoir que pour obtenir le quitus de la communauté des savants pour l'inscription d'un site, il y a tout un dossier, dont une des conditions, c'est d'indiquer comment l'État et ses partenaires s'organisent pour la préservation de ce dossier. Pas plus tard que hier ou avant-hier, l'UNESCO m'a fait parvenir un courrier pour manifester de l'intérêt à travers un partenariat très certainement avec la coopération japonaise pour
apporter des appuis, des financements pour la gestion de ces sites, pour la conservation de ces sites. Mais comme j'ai indiqué, les premiers gardiens de ces sites, c'est d'abord les populations. Juridiquement, selon les conventions de l'UNESCO, nous devons installer des comités de gestion locale. Il faut quand même souligner que ces sites, les plus vieux, datent environ du 8e siècle. Si elles ont été conservées en l'état actuel, ça veut dire que nos populations ont déjà développé un certain nombre de savoirs sur lesquels nous allons construire les conditions de meilleure conservation de ces sites. Donc tout cela est compris dans le plan. Permettez-nous d'abord de bien célébrer notre fête en faisant venir nos experts et le reste de ce qui va être fait va être déroulé. Oui, monsieur le ministre, pour terminer, il y a quelques années, les ruines de l'Européenie avaient été inscrites au site, à la liste du patrimoine mondial et ça avait suscité de grands espoirs. Aujourd'hui, ces espoirs sont douchés. Est-ce qu'on a tiré enseignement de l'Européenie pour ce qui va se passer après? Non, je pense que les espoirs n'ont pas été douchés. Le chef de l'État, lors de la dernière semaine nationale de la culture, a dit aux yeux de l'opinion du Burkina, et cela relevait d'une vérité, que la culture doit constituer le socle du développement de nos États. Mais que nous ne pouvons pas continuer de nous contenter de faire cette affirmation. Il faut mettre des ressources à la disposition du secteur de la culture, parce qu'il va de nous-mêmes. Comme dit le professeur dont on a célébré le départ à la retraite il y a Salaka Sanou, parler de la culture, c'est parler simplement de l'homme. Donc, le président du Faso et le premier ministre sont très engagés à appuyer le ministère de la Culture afin de dérouler le plan de gestion de ces sites. L'Européenie, il y a un travail qui est fait. Il faut souligner que très bientôt, la route qui passe tout autour du site de l'Européenie va être bitumée. Mais c'est un effort individuel et collectif. Comme je l'ai indiqué, nous sommes en ce moment en période de vacances. Il faut que chaque Burkinabé prenne conscience que la valorisation de ces sites passe par l'intérêt qu'il peut y accorder, parce que chacun de ces sites inscrits au patrimoine mondial est une partie de notre identité, est une partie de notre histoire. Je pense que c'est de cette manière que ces sites, véritablement, ne pourront pas être déclassés, parce que beaucoup de sites africains, malheureusement inscrits, sont situés désormais sur la liste des sites en péril et court des risques d'être déclassés. Heureusement, le Burkina n'est pas encore à ce niveau. Merci à vous, monsieur le ministre, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que l'actualité, c'est l'inscription ce 5 juillet des sites de métallurgie ancienne du fer au patrimoine mondial de l'UNESCO. 5 hauts fourneaux du pays sont désormais sur la liste du patrimoine mondial après les ruines de l'Européenie et le parc d'Oulvé Ali Pendiari. Merci d'être venu. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, des nouvelles du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Les plaidoiries se poursuivent au tribunal militaire délocalisé à Ouagadougou. Zoubaviel David Dabiré. L'adjudant Michel Birba est-il coupable de la complicité d'attentat à la sûreté de l'État comme le prétend le parquet militaire? Aucune pièce du dossier putsch de septembre 2015 ne le prouve et le parquet militaire n'en a pas fait la démonstration. C'est la conclusion à laquelle Maître Aouba Zaliatou, conseil du sous-officier supérieur, aboutit après 2 heures de plaidoirie. Procédant d'abord au rappel des faits, Maître Aouba reconnaît, je cite, dans l'après-midi du 16 septembre 2015, alors qu'il se reposait dans une salle d'attente à la présidence, l'adjudant Michel Birba est pris à partie par un groupe de soldats. Il est enfermé puis libéré quelque temps après, sans autre forme d'explication. C'est alors qu'il reçoit instruction du major Badiel d'aller chercher le général Djendjéré à son domicile et de le conduire au camp Nabakom 2. Mais entre-temps, les autorités de la transition étaient arrêtées par un commando à l'insu de l'adjudant Michel Birba, précise l'avocate. En quoi aller chercher le général est-il une infraction ou un ordre manifestement illégal comme le mentionne le parquet militaire, s'interroge l'auxiliaire de justice
qui rappelle les contenus de procès-verbaux de certains accusés qui corroborent ses propos. Au bénéfice de ces arguments, elle demande l'acquittement pur et simple du sous-officier supérieur pour infraction non constituée. Pour son deuxième client, Sidi Lamine Oumar, l'avocate soutient que le seul fait reproché à l'accusé est un prétendu soutien verbal adressé au général Djendjiri. Un appel téléphonique qu'elle qualifie de truqué, allié à des procès-verbaux d'audition jugés falsifiés. Les conditions de détention de Sidi Lamine Oumar sont également dénoncées et l'avocate plaide l'acquittement pur et simple. Un peu plus tôt dans la matinée, c'était le sergent-chef Zerbo Laoko Mohamed et deux autres accusés défendus par maître Idrissa Badini qui demandaient la clémence du tribunal. L'audience reprend le lundi 8 juillet 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Je le disais en titre, l'année scolaire 2018-2019 s'achève aux primaires et aux post-primaires avec la proclamation des résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC et celui du certificat d'études primaires CEP, session 2019. Si le taux de succès au plan national est de 55% pour le BEPC, les chiffres selon la direction générale des examens et concours, au BEPC, seulement 26% des candidats ont pu décrocher leur parchemin. Des faibles taux par rapport aux années précédentes. Les différentes tendances avec Draman Dadian. Au brevet d'études du premier cycle, tout comme au certificat d'études primaires session de 2019, la moisson est maigre comparativement à l'année précédente. Si en 2018, 64,82% des candidats ont décroché leur CEP, ils ne sont que 55,11% à réussir cette année. Même tendance au BPC, avec 26,62% en 2019 contre 42,94% l'année précédente. Et pourtant, les chiffres sont en augmentation en termes de participation à ces différents examens, avec un taux d'accroissement de 15,03% au BEPC contre 7,6% au CEP. À l'issue de l'examen du CEP, cette année, la région du centre vient en tête avec 64,70% du taux de réussite, suivi de la région de l'Est, puis le Sud-Ouest, alors que la région des Cascades tient la queue du peloton avec 35,53% d'admis. Exception faite à la région du Sahel, qui a présenté plus de garçons que de filles. Les 12 autres régions ont enregistré un nombre élevé de candidates au CEP 2019. Mais au finish, il y a eu plus d'admis chez les garçons, 58,28%, contre 52,38% pour les filles. En somme, sur un total de 396 784 candidats, 55,11% sont admis cette année au certificat d'études primaires, contre 64,82% en 2018, soit une baisse de 9,71%. Il y a également de quoi s'alarmer au soir de la proclamation des résultats définitifs du BEPC. De 42,94% en 2018, le taux de succès s'effondre à 26,62%. Dans le détail, pour un taux national de l'ordre de 26,62%, alors qu'il y avait plus de filles que de garçons au départ, il ravisse la vedette à la jante féminine avec un écart de 8,71 points. Même si la région du centre se distingue par ses effectifs plus élevés, soit 22,83% des candidats au BPC, elle partage la première place du classement général avec la région du plateau central, soit un taux de réussite de 29,58%. Ces deux régions sont talonnées par le centre-est qui enregistre cette année un taux de 29,16%. Le centre-nord enregistre le plus faible taux de réussite avec 22,42%. Malgré la crise sécuritaire dans les régions de l'Est et du Sahel, au CEP, l'Est occupe la deuxième place au plan national et le Sahel 5e. Par contre, au BPC, le Sahel est 4e et la région de l'Est vient en 9e position. À l'analyse, 2019 a été moins fructueuse au CEP et au BPC, avec une contre-performance plus prononcée chez les filles. Dans cette baisse de niveau, le cas de la commune de Haut, dans les Cascades, est très illustratif. 5 écoles dans la commune enregistrent
0% de taux de succès au CEP. Pour les acteurs de l'éducation, ces résultats sont simplement inacceptables. Moussa Sanou, sur place à Bobo pour l'analyse. Wow, les résultats du CEP et les certificats d'études primaires n'ont pas été très reluisants cette année. Dans la commune, 5 écoles, en l'occurrence celles de Logué, Bini, Sansamba, Guedanga et Diri, enregistrent chacune un taux de réussite de 0%. Outre les conseils municipaux, d'autres acteurs de l'éducation comme les parents d'élèves jugent inacceptable le taux de réussite de 0% au CEP dans 5 établissements scolaires de Wow. Quand tu mets ton enfant à l'école, c'est pour qu'il ait quelque chose, pour qu'il puisse acquérir des connaissances. Mais si l'enfant revient à la maison avec un 0%, et bon, ça ne fait pas vraiment l'honneur même des parents d'élèves, ni l'honneur même de l'enseignant, ni l'honneur même de l'inspecteur, le CICEB. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce taux de réussite de 0% dans 5 écoles de la commune de Wau avec des effectifs variant entre 4 et 18 candidats? Selon les acteurs, les responsabilités sont partagées. Le premier problème, c'est d'abord le nom de mon village. À tort, on dit que Wau est un trou, alors que Wau veut dire paix, frais, en langue d'Ossé. Donc les enseignants, déjà dans la tête, quand on les affecte, ils ne veulent pas venir. En plus de ça, il n'y a pas une collaboration entre les enseignants de l'école même avec les parents d'élèves. Ils doivent faire des rencontres avec les parents d'élèves. S'il y a un problème, quand on se réunit, on discute du problème et puis on trouve une solution. Il n'y a pas ça. Souvent, nous aussi nous sommes limités, nous sommes handicapés vraiment dans notre suivi par le problème des moyens. La zone ici, nous avons des écoles qui sont à 115 km, avec des engins vraiment inadaptés ou bien peut-être qui vous lâchent souvent en pleine route. 5 écoles avec chacune 0% comme taux de réussite au CP. La commune de Wau veut tourner très vite cette page. Pour cela, plusieurs mesures sont prévues dont la dotation de la SEB, la circonscription d'éducation de base en matériel roulant pour le suivi. Nous allons aussi interpeller les conseillers municipaux, parce que c'est eux, nos yeux et nos oreilles, les CVD. Il faut qu'ils prennent, pas pour contrôler les enseignants, non, mais quand même pour les mettre dans les conditions qu'il faut. On a déjà mis dans notre budget de faire des journées de l'excellence. Parce qu'il faut aussi encourager les gens qui travaillent bien. Malgré ces 0% au CP dans 5 de ces écoles-là ne doit pas cacher la forêt. La commune de Wau enregistre cette année un taux de succès de 43,78%, un taux supérieur à la moyenne régionale qui est de 35,53%. Autre actualité dans ce journal, le service de la météo actualise ses données prévisionnelles pour la saison en cours pour la période juillet-août-septembre à venir. Selon les services de la météo, la situation sera normale à déficitaire sur la majeure partie du territoire burkinabé. Face à la presse ce vendredi, les responsables de Météo Burkina se sont voulus plus explicites. Lassina Ouattara, Nathalie Sawadgo. Face à la presse, les techniciens de la météorologie donnent les prévisions saisonnières 2019. Pour la période de juillet, août à septembre, il est prévu une situation normale à déficitaire sur la majeure partie du territoire. Disons qu'en mois de mai, on prévoyait une situation normale à tendance excédentaire et avec le changement au niveau des indicateurs au niveau des bassins océaniques, et la mise à jour dit que nous aurons une situation normale à tendance déficitaire sur la majeure partie du pays, exception faite de la partie sud-ouest et ouest du pays où il est attendu une situation déficitaire à tendance normale, ce qui confirme ce qu'on avait dit au mois de mai. À la question de savoir si cela pourrait impacter sur la production agricole, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie précise que c'est la répartition des pluies qui pourrait jouer sur la production. Si vous avez une bonne répartition au niveau de la saison, on aura de bonnes récoltes. Et surtout, nous savons que lorsqu'il y a des séquences sèches longues pendant la phase de floraison, qui est la période critique des plantes, la production se voit en tout cas réduite. Par contre, si pendant cette phase critique-là, il n'y a pas de séquences sèches longues, nous pouvons nous attendre à une saison avec des productions agricoles en tout cas acceptables.
Pour faire face au déficit hydrique lié au plus faible cumul pluviométrique, dans certaines localités, les techniciens conseillent aux producteurs de privilégier les espèces et variétés résistantes au déficit hydrique et de promouvoir l'irrigation d'appoint. À Bagré, Paul, la moisson est bonne pour les producteurs. Les meilleurs d'entre eux viennent d'être primés. Avec eux, les meilleurs groupements de producteurs également. Les heureux élus ont reçu leur récompense jeudi au cours d'une cérémonie en présence de Holopoda. Une moisson de plus pour une cinquantaine de producteurs et organisations paysannes du pôle de croissance de Bagré. Ils reçoivent ici des prix en nature et en espèces pour leurs efforts dans l'adoption des bonnes pratiques agricoles, l'entretien des réseaux d'irrigation et le paiement des redevances. C'est nous qui avons les meilleurs producteurs à payer les redevances eau. Donc avec les productions d'engrais aussi, les commandes aussi, vraiment on a suivi, on a commandé les engrais à temps. Donc ces prix-là, vraiment, ça nous donne le courage de bien travailler et de bien voir et suivre ce que les encadreurs nous disent de faire. Bagré Paul est dans une dynamique d'excellence en termes donc de taux de rendement, en termes de productivité, toutes choses qui nous incitent à initier tout ce qui est nécessaire pour responsabiliser les producteurs et les motiver donc à cette dynamique d'excellence-là. C'est dans cette dynamique que nous avons pensé qu'instaurer un concours, une sorte de compétition entre les acteurs pourrait être une source d'émulation qui permettrait, n'est-ce pas, à ces acteurs-là d'aller de l'avant en termes donc de performance. Cette action d'émulation conçue et conduite par Bagré Paul vise à contribuer à l'amélioration de la production et la gestion durable des infrastructures hydro-agricoles sur la plaine. Et ce sont plus de 18 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par Bagré Paul, l'ambassade de la Chine populaire et le département en charge de l'agriculture pour offrir du matériel et des équipements agricoles aux exploitants les plus méritants. Au niveau de ces périmètres, c'est les producteurs qui sont au devant. Parce que l'État est là pour les accompagner, mais il faut qu'eux ils puissent s'organiser et ils doivent vraiment mettre en place des systèmes de commandes groupées. Il doit mettre en place des systèmes d'offres de services pour développer l'agro-industrie au niveau du pôle de Bagré. À travers cet acte symbolique, le ministre Salifou Ouedraogo lance officiellement la campagne agricole humide de la plaine de Bagré. Du même coup, la compétition est ouverte pour le concours meilleur producteur, meilleur groupement, saison 2019-2020. Pour la gestion de l'eau au Burkina Faso, le pays a recours à une police de l'eau, un dispositif pour assurer au mieux la protection et la préservation des ressources en eau et des systèmes aquatiques dans le pays. Ce jeudi, les polices de l'eau du pays et les procureurs du Faso se sont rencontrés à Koudougou pour s'accorder sur la mise en œuvre des différentes polices de l'eau. Le point avec Lassina Ouattara et Aboubakar Sagnon. Chargés de faire respecter la réglementation en matière de protection des ressources en eau, les procureurs du Faso et les responsables du service police de l'eau se concertent pour plus de synergie et d'efficacité dans la prévention et la répression des infractions commises par les usagers. Il est particulièrement question d'échanger sur la méthodologie d'intervention des services police de l'eau et d'identifier les insuffisances des textes d'application de la police de l'eau qui est confrontée à certaines difficultés sur le terrain. Il y a par exemple un certain nombre de particuliers qui sont installés au niveau des berges de certains ouvrages stratégiques. Et certains de ces particuliers disposent même de titres fonciers. Voilà. Donc aujourd'hui, dans la réglementation, on n'a pas de dispositions claires, par exemple, pour pouvoir peut-être les faire déguerpir et potentiellement aussi les indemniser. Et aussi, en ce qui concerne les infractions, les sanctions qui sont prévues, c'est des contraventions et des délits. Alors qu'il y a certaines catégories d'infractions qui vont au-delà de ça. Mais lorsque la loi ne prévoit pas en fait des sanctions à la hauteur de ces genres de fautes, je pense que ça sera difficile. C'est une rencontre qui va permettre
aux différents services de police de l'eau qui relèvent du procureur du Faso d'échanger sur les difficultés pratiques dans un sens certainement à rendre optimal les résultats sur le terrain. Il est attendu des travaux, des recommandations qui permettront d'améliorer et d'adapter les textes à la réalité. Les travaux visent également l'harmonisation des méthodes de travail des 13 polices de l'eau pour une meilleure protection de la ressource eau au Burkina. Pour les prêts octroyés aux femmes au Burkina, le montant s'élève à environ 4 milliards de francs CFA depuis janvier 2019. Ce sont des fonds du FARF pour leur permettre de mener des activités rémunératrices. Le bilan vient d'être fait par la directrice générale du fonds en présence de Tanga Robert Kafando. En interne, le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, FARF, fait le bilan à mi-parcours de l'année 2019. Objectif, évaluer les performances des 6 mois écoulés et élaborer de meilleures stratégies pour le reste de l'année. Nous avions prévu pour cette année octroyer 10 milliards 500 millions à 165 000 bénéficiaires. Et au jour du 30 juin, nous sommes à 4 milliards de fonds octroyés. Et quant au recouvrement, nous sommes à 6 milliards. Donc c'est appréciable, mais nous devons encore plus faire. Et raison pour laquelle nous allons nous entretenir avec les animatrices pour trouver les stratégies pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la population féminine. Et je veux noter que le programme que nous exécutons, le PAJF, nous devions octroyer 1 milliard 600 millions. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons octroyé 1 milliard 475 millions, ce qui est fort appréciable. Accroître la visibilité du fonds et se rapprocher des potentiels bénéficiaires, telles sont les perspectives des responsables du FARF pour plus de résultats et pour plus d'impact. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas encore le FAF, qu'elles sachent que le FAF existe et c'est un fonds de financement qui est pour la femme. Donc si vous êtes femme, non salariée du public, ni du privé, ni étudiante, ni élève, et que vous avez une activité génératrice de revenus, vous pouvez nous approcher et nous nous ferons le plaisir de vous aider, de vous octroyer un crédit pour votre activité génératrice de revenus. Avec 72 animatrices, le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes est présent dans toutes les régions du Burkina et agit sous la tutelle du département en charge de la femme. Des étudiants de première année de l'ISTIC ont pris contact ce matin avec le personnel de la RTB où ils devront effectuer des stages pratiques, des stages qui devraient les amener à consolider leurs connaissances théoriques par la pratique et la maîtrise de l'environnement professionnel. Maïmouna Traoré. Des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication en visite à la radiodiffusion-télévision du Burkina. 32 étudiants de la première année. C'est ici qu'ils vont effectuer leur stage pratique, un stage de 3 mois qui leur permettra d'allier la théorie à la pratique. Ils sont donc là ce matin pour une prise de contact. Finalement, l'objectif pour nous, c'est vraiment de se confronter à la réalité du terrain, d'apprendre beaucoup plus dans le domaine pour lequel il va effectuer le stage et d'être beaucoup plus aguerri au sortir pour être un personnel bien formé. Donc, après le stage, ils reviendront. Il y a quelques cours théoriques qui restent encore à gérer. Ils vont faire ces cours théoriques, mais ils vont aller beaucoup plus sur des aspects professionnels également. C'est bien sûr la pratique professionnelle en radio, c'est la pratique professionnelle en télé, en presse écrite, où ils vont rédiger un bourgeon. Et je les invite par ailleurs à mettre beaucoup de sérieux et être ponctuels et assidus lors de leur stage, afin que la théorie qu'ils ont eu à faire à l'école soit mise en application. Au total, 102 étudiants de l'ISTIC seront placés dans des structures publiques et privées à Ouagadougou et dans les autres provinces. Un peu de musique. Dans ce journal, 2 prêtres catholiques viennent de mettre sur le marché discographique un album. Le duo chante la paix au Burkina Faso. Présentation de leur album avec Zalissa Sanfo. Pour la paix au Burkina Faso, c'est le titre de ce nouvel album de ce groupe Les Prêtres Messagers.
Inspiré du contexte social et sécuritaire actuel, ce deuxième album se veut être un hymne à l'union, à la paix et à la solidarité. Ce que nous avons voulu faire dans cet album, c'est appeler tous les Burkinabés, inviter tous les Burkinabés à travailler main dans la main pour la paix au Burkina Faso. Riche de 4 titres, il s'adresse à tous sans distinction ni d'appartenance religieuse. Le binôme Les Prêtres Messagers est composé de l'abbé Antoine Sawadogo, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Mané, et de l'abbé Gabriel Sanouidi, vicaire à la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Bousma. De cette collaboration est né en 2018 un premier album de 10 titres baptisé pour la nouvelle évangélisation. Et puis pour refermer ce journal aux États-Unis, une fête nationale très polémique. L'Independence Day célébré ce 4 juillet a pris une tournure particulière avec un défilé militaire et un discours de Donald Trump, des nouveautés qui ne sont pas du goût de tous les Américains. Donald Trump voulait un défilé à la française pour la fête nationale du 4 juillet. Impressionné par son 14 juillet passé en France, il avait demandé au Pentagone d'organiser l'événement. Résultat, des avions militaires comme le rare chasseur furtif B-2, des acrobaties aériennes, des chars devant les marches du Lincoln Memorial et un discours exalté d'un président resté indifférent aux critiques pour qui, je cite, « rien n'est impossible aux Américains ». Il y a exactement 50 ans ce mois-ci, le monde entier était émerveillé par les astronautes d'Apollo 11. C'est avec des nerfs d'acier qu'ils étaient partis dans l'espace, dans un sillage de feu, et qu'ils avaient placé notre grand drapeau américain sur la Lune. Je veux que vous sachiez que nous serons de retour sur la Lune très bientôt et qu'un jour proche, nous planterons le drapeau américain sur Mars. La conquête spatiale, les forces armées, mais aussi le mouvement des suffragettes, Martin Luther King, Trump s'est voulu rassembleur. Pourtant, cette année, le bouleversement des festivités et la présence de chars d'assaut à Washington, même si ce n'était pas la première fois, ont provoqué la colère des démocrates et la mobilisation de manifestants anti-Trump. Quelques heures ont émaillé la journée et un drapeau américain a même été brûlé devant la Maison-Blanche. Alors on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.